Je suis aujourd'hui rejoint par Fyodor Lukyanov, professeur de recherche à la Higher School of Economics, rédacteur en chef de la revue Russia in Global Affairs, et également directeur de recherche au Valdai Discussion Club. Beaucoup d'entre vous le connaissent grâce à ses interviews avec le président Poutine chaque année lors de la réunion de Valdai. Je suis très heureux de parler avec vous aujourd'hui, car je voulais discuter de la manière dont les relations entre les États-Unis et la Russie semblent se transformer et pourquoi. En effet, vous venez de publier un article intitulé « Poutine et Trump inaugurent une ère de nouvelle diplomatie » et je mettrai un lien vers celui-ci dans la description. Vous avez écrit que ce qui semblait autrefois impossible est en train de se produire. Alors, que se passe-t-il et comment pouvons-nous expliquer cela? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous savez, oui, c'est vrai qu'il y a 2 mois, très peu d'entre nous pouvaient imaginer ce genre d'intensité et de profondeur dans les discussions entre Moscou et Washington, parce que nous avions en fait oublié comment cela pouvait être pendant de nombreuses années, voire des décennies. La diplomatie, en réalité, a de nombreux niveaux, mais en particulier au niveau entre les États-Unis et la Russie, ne signifiait pas un processus de négociation, de marchandage, de discussion, d'échange d'intérêts, d'explication d'intérêts mutuels et ainsi de suite, ce que nous connaissions comme la diplomatie classique des siècles précédents. En fait, cela a été oublié ou rejeté. Parce que, dans le soi-disant ordre international libéral, qui reposait sur l'hypothèse qu'il y a un côté qui sait comment vivre et ce qui doit être fait pour atteindre ce mode de vie, il n'y avait pas de place pour la discussion ni pour la négociation, pour des raisons conceptuelles très simples. Vraiment, si vous croyez que vous savez exactement comment tout devrait être, comment tout devrait fonctionner, et quels sont les intérêts de toutes les autres parties également, vous le formulez. Alors, le seul contenu de la diplomatie pourrait ne pas concerner comment faire des compromis mutuels ou comment aborder les demandes ou les intérêts de l'autre partie. Mais tout le contraire. La diplomatie portait sur la rapidité et sous quelles peut-être petites conditions l'autre partie adopterait la position des États-Unis et de l'Occident. Encore une fois, pour des raisons conceptuelles, il ne s'agit pas d'impérialisme, il s'agit d'idéologie. Parce que si nous, l'Occident, sommes du bon côté de l'histoire, nous ne pouvons pas négocier avec le mauvais côté de l'histoire, naturellement. Donc c'est la question, si les pays du mauvais côté réaliseront cela et passeront de l'autre côté pour ensuite accepter ce que nous disons, ou s'ils insistent sur leurs revendications, alors ce sont des États erronés, des personnes erronées, des pays erronés, et il n'y a pas de négociation non plus. Désolé pour ce long exposé, mais maintenant, la situation est différente. Maintenant, le côté américain, incarné par Trump et son équipe, suppose que la diplomatie concerne les négociations et les accords, ce qui n'est pas du tout une garantie de succès, mais c'est un type de discussion complètement différent. C'est une discussion qui accepte que l'autre côté puisse avoir des intérêts et le droit de les défendre. Je pense que vous avez raison en termes d'idéologie. En effet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, soutient depuis près de 20 ans, je crois, que la diplomatie a largement pris fin après la guerre froide, parce qu'elle a été remplacée par des ultimatums et des menaces. Et cela était, dans une large mesure, fondé sur l'idéologie. Car pourquoi aurait-on besoin de diplomatie, de compréhension mutuelle et de compromis s'il y a un côté qui détient la solution? Alors, la sécurité, comme nous le reconnaissons également dans les études occidentales, a été redéfinie davantage comme entre un objet et un sujet, ou entre l'enseignant et l'étudiant.
Alors, pourquoi l'enseignant ferait-il un compromis avec l'étudiant? C'est presque une trahison des valeurs. Vous savez, l'un devrait civiliser l'autre côté. C'était l'idée de base, peu importe à quel point cela peut sembler arrogant. Mais voyez-vous seulement de l'idéologie ici, ou est-ce aussi ce que certains appellent la géopolitique dure? Parce que quand j'entends des gens comme Marco Rubio maintenant, ou même dans une certaine mesure, eh bien Vance est peut-être plus du côté idéologique. Mais Marco Rubio parle d'un monde multipolaire dans lequel il doit y avoir d'autres règles en termes de comment vous engager avec d'autres grandes puissances. Voyez-vous, cette reconnaissance et la préoccupation concernant le rapprochement de la Russie et de la Chine comme étant également une variable clé. Absolument. Marco Rubio n'est pas le type qui appartenait auparavant à ce cercle idéologique de Trump. Nous nous souvenons très bien de lui pour ses activités précédentes en tant que membre du Congrès américain, et il était plutôt néoconservateur. Donc maintenant, nous voyons qu'il a probablement réalisé qu'une approche trumpienne pourrait apporter de meilleurs résultats aux États-Unis sur la scène mondiale. Et oui, en effet, bien sûr, c'est très inhabituel d'entendre de la part du secrétaire des États-Unis que le monde est devenu multipolaire. Nous ne l'avions jamais entendu auparavant. C'est vraiment une révolution. Oui, en effet. Je pense que cette équipe comprend que cette super-hégémonie est terminée. Cela ne signifie pas qu'il nie le droit des États-Unis d'être le pays le plus puissant et le plus important du monde, mais le but est différent. Parce qu'avant eux, après la guerre froide, jusqu'à récemment, l'hégémonie ou le leadership, peu importe comment vous l'appelez, signifiait que les Américains créaient le cadre international et servaient de surveillants pour voir comment les autres respectaient ce cadre. Il s'agissait donc en fait de gouvernance mondiale. Trump le nie complètement. Il ne veut pas que les États-Unis soient un surveillant mondial, un gardien mondial de quelque chose, quoi que ce soit. Il s'agit d'intérêt national, parfois de manière très rude, voire brutalement, primitivement compris, mais ce n'est pas une question de responsabilité. Bien sûr, ça peut parfois ressembler à de l'impérialisme classique, à l'impérialisme américain. Le côté positif est qu'il voit d'autres grandes puissances, pas beaucoup, mais certaines. Et il croit qu'avec ces grandes puissances, il devrait y avoir une discussion sérieuse, pas nécessairement la guerre. Il est bien mieux de ne pas avoir de guerre avec elles, mais d'essayer d'atteindre des solutions mutuellement acceptables, bien sûr, qui serviraient en premier lieu les intérêts américains. Mais encore une fois, pour revenir à ma première remarque, c'est une approche complètement différente qui ouvre une sorte de négociation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et une autre chose que je soulignerai est ce qui a changé. Le côté américain a en fait accepté la position ou la proposition que le côté russe a offerte depuis très longtemps. Au plus haut niveau, Poutine l'a dit de nombreuses fois. Il a dit que nous sommes prêts à discuter de tout, y compris des questions les plus difficiles comme l'Ukraine, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que, par exemple, la question ukrainienne soit résolue séparément de tout le reste. Donc d'abord, nous devons transformer profondément la relation entre la Russie et les États-Unis, l'atmosphère et les approches. Ensuite, dans le cadre de cette grande réorganisation de la relation, la question ukrainienne peut être résolue beaucoup plus facilement. Et maintenant, ce que nous voyons, c'est que les Américains ont essentiellement accepté cela. Donc il n'y a pas de discussion uniquement sur l'Ukraine, il y a une discussion sur des relations plus larges, le domaine de notre relation, incluant de nombreux sujets. J'ai remarqué avec grand intérêt que dans le compte-rendu américain de l'appel téléphonique récent,
La partie américaine a souligné qu'ils ont discuté du Moyen-Orient. La partie russe ne l'a pas fait. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, ça signifie une chose très intéressante et très nouvelle. Pour Trump, par défaut, le Moyen-Orient est la priorité de premier ordre pour de nombreuses raisons, principalement à cause d'Israël, mais pour beaucoup d'autres raisons également. L'Ukraine est une priorité moindre que le Moyen-Orient. Pour la Russie, c'est l'inverse. Le Moyen-Orient est important pour la Russie, mais l'Ukraine est beaucoup plus importante. Lorsque vous pouvez formuler des priorités qui divergent mais qui ont des poids différents sur des ensembles différents, alors vous avez un espace pour des échanges productifs, je dirais. Eh bien, ce remaniement est très intéressant, car si vous examinez les principales préoccupations de sécurité de la Russie et comment les sources de conflits ont été identifiées entre l'Occident et la Russie au cours des 30 dernières années, c'est l'échec à établir cette architecture de sécurité mutuellement acceptable après la guerre froide. Encore une fois, en déplaçant progressivement l'OTAN et son infrastructure militaire vers l'Est, cela a effectivement ravivé la logique de somme nulle de la guerre froide. Mais cela visait, dans une large mesure, à faciliter la primauté mondiale des États-Unis, sur laquelle ils ont basé leur stratégie de sécurité. Et bien sûr, c'est aussi ce qui nous a conduit à la guerre en Ukraine, de manière assez prévisible. Mais étant donné que les États-Unis sont prêts à faire ces grands compromis avec la Russie, et encore une fois, à ne pas considérer l'Ukraine séparément de cela, mais comme faisant partie de ce besoin plus large de réorganiser les relations, où cela laisse-t-il l'OTAN? Parce que si nous écoutons Hegseth quand il dit qu'aucune concession territoriale de l'OTAN ne doit être acceptée et qu'aucune garantie de sécurité, quel est le rôle de l'OTAN si ce n'est pas l'hégémonie collective et si ce n'est pas un outil uniquement pour affaiblir la Russie? Voyez-vous le fondement même de l'OTAN également remis en question ici? Parce que, eh bien, je n'ai vu aucun compte-rendu des Américains, mais j'ai vu l'acolyte de Trump, Elon Musk, s'exprimer sur Twitter en argumentant que, vous savez, pourquoi avons-nous encore l'OTAN? C'est dépassé. Alors comment? On ne devrait pas spéculer ou trop interpréter. Mais étant donné qu'il y a ce grand remaniement, le principal point de friction entre les Américains et les Russes est sûrement l'OTAN en tant qu'instrument d'hégémonie, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est probablement la question la plus intéressante et la plus significative concernant l'architecture de sécurité européenne, parce qu'après la fin de la guerre froide, l'architecture de sécurité, je vais simplifier, mais si nous formulons le cœur même de l'idée qui prévalait, était la suivante. L'OTAN est synonyme de sécurité. Plus il y a d'OTAN, plus il y a de sécurité en Europe. Point final. Et bien sûr, la Russie n'était pas très enthousiaste à ce sujet dès le début. Mais au premier stade, la Russie était trop faible pour résister. Puis petit à petit, le mécontentement russe a commencé à croître. Maintenant, encore une fois, paradoxalement, certains Américains, au moins certains d'entre eux, arrivent à des conclusions qui ont été formulées par la partie russe depuis de nombreuses années et de nombreuses fois. En particulier ce que vous venez de dire. À quoi sert l'OTAN maintenant? C'était un instrument très efficace de la guerre froide. La guerre froide est terminée depuis de nombreuses décennies. L'instrument que la Russie, à l'époque l'Union soviétique, avait, le pacte de Varsovie, a été démantelé immédiatement. Pourquoi l'OTAN? Donc, ce que nous avons entendu pendant des décennies après 1990, après la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, c'est que l'OTAN n'est pas vraiment tant une question militaire. Il s'agissait de répandre la démocratie, d'assurer la stabilité, et ainsi de suite. Maintenant, nous revenons à l'idée initiale de l'OTAN. C'est une alliance militaire, ce qui pourrait avoir du sens. Pourquoi pas? Donc je ne discute pas de la réalité de la menace russe pour l'Europe, mais si les Européens croient que la Russie est une menace,
alors ils peuvent le faire. C'est leur droit de percevoir les choses de cette manière. Mais alors, la question est, oui d'accord, supposons que la Russie menace l'Europe. Pourquoi les États-Unis devraient-ils être impliqués dans cela? La Russie ne menace pas les États-Unis, sauf dans le cas hypothétique d'une guerre nucléaire. Et une guerre nucléaire peut être causée précisément à cause de l'OTAN. C'est la position de plusieurs Américains. Je suppose que même le président Trump pourrait avoir une idée de ce genre. Alors la question logique suivante est, d'accord, peut-être que les Européens devraient, s'ils veulent une alliance militaire originale, la créer. Pourquoi pas? Comme vous vous en souvenez certainement, il y avait une organisation après la Seconde Guerre mondiale appelée l'Union de l'Europe occidentale. C'est quelque chose comme un prototype de structure militaire pour les Européens. D'accord, allez-y. Mais le problème, c'est que les Européens ont peur. Les Européens sont nerveux. Les Européens veulent être protégés. Ils disent que nous pouvons le faire nous-mêmes. Ils répètent en fait la célèbre phrase d'Angela Merkel, « Nous pouvons y arriver ». Mais il n'y a pas de base, pas de ressources, pas d'argent, pas de capacité militaire, rien, et pas de grande volonté parmi la population d'investir massivement dans la défense contre la Russie. Dans certains pays, oui, mais je ne sais pas. Je doute que les gens au Portugal ou en Irlande ou ailleurs en Europe soient heureux de dépenser la plupart de leur argent pour la défense contre la Russie. Et puis oui, nous arrivons à une question très conceptuelle. Quelles peuvent être les garanties pour la sécurité européenne? Encore une fois, je parle des Européens. Je ne parle pas maintenant de la Russie, parce que la Russie a formulé, nous avons formulé nos besoins de nombreuses fois auparavant. Et il y a deux façons en fait. La même question, le même dilemme que pour l'Ukraine. Une façon est de se militariser et d'être prêt à tout et de se préparer à la guerre avec la Russie tout le temps. Très bien. Une autre façon est de lancer une discussion sérieuse et approfondie avec la Russie sur la sécurité et ensuite parvenir à une conclusion sur la manière d'atteindre cette sécurité pour les deux parties. La soi-disant sécurité inclusive ou ce qui était la sécurité indivisible, qui a été inscrite dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe il y a 35 ans. Le choix des Européens est la première voie, la première. D'accord. Alors nous pouvons nous attendre à ce que la Russie fasse de même. Si nous, après ce conflit, après la fin de cette guerre, en raison de la répression russo-américaine, arrivons à la situation où les Européens comprendront qu'ils doivent essayer autre chose que la militarisation, je pense que la Russie ne sera pas du tout contre. Parce que pour la Russie, je mets de côté toutes ces idées stupides selon lesquelles les Russes aimeraient marcher jusqu'à Paris ou à la Manche, etc. C'est tout simplement irréalisable. Même si la Russie voulait le faire, c'est inatteignable pour les 100 prochaines années environ. Et si nous voulons discuter des véritables problèmes de sécurité qui existent en Europe de l'Est, en Europe du Sud, en Europe du Nord, dans la région baltique qui n'est pas loin de vous, alors vous voyez que comme on le voit dans l'exemple russo-américain, ça peut être fait, mais vous devriez changer un peu les perspectives. Oui, eh bien oui, les menaces sont généralement évaluées par les intentions et les capacités. Et non, tu as raison. Je ne vois pas en Russie ni l'intention ni la capacité de marcher sur Paris. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un peu de panique en Europe. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je pense qu'un problème clé de l'ordre unipolaire était que, eh bien, généralement, les États sont des maximisateurs de sécurité. C'est-à-dire que tu n'étends ton pouvoir que jusqu'à ce que tu sois contrôlé, puis tu trouves un compromis. Sinon, tu compromets ta sécurité. Mais en unipolarité, le pouvoir est. Donc, si tu maximises le pouvoir, tu maximises la sécurité.
si tu penses que la domination est la source de la sécurité. Mais je suppose que ce changement est difficile, ce qui m'amène à ma dernière question. Eh bien, tu peux voir que les Américains se révèlent très pragmatiques, effectuant ce grand changement. Mon interprétation, encore une fois, est qu'ils s'adaptent à la multipolarité. Mais en Europe, j'ai l'impression que la mentalité de la guerre froide est très ancrée. Elle est profondément enracinée dans le schéma cognitif ici. Alors, comment cela peut-il s'expliquer? Est-ce que les Européens n'ont pas les alternatives politiques que les États-Unis ont pour changer de cap? Est-ce encore l'idéologie ou comment cela a-t-il du sens? Parce que une grande partie des discours venant surtout de Londres et de Paris ces jours-ci ne correspond pas vraiment à la réalité. Comme vous l'avez dit, ils veulent utiliser de l'argent qu'ils n'ont pas pour construire des armes qui ne peuvent pas être construites pour la prochaine décennie. Tout cela pour affronter la Russie, qui est, encore une fois, la plus grande puissance nucléaire du monde. Il n'est donc pas clair comment ils définissent exactement la défaite de la Russie. Ils n'aiment pas l'initiative de paix de Trump, mais ils n'ont pas d'autres alternatives, à part l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et le paiement de compensation par la Russie. C'est donc très irréaliste, ce qui est très mauvais pour l'Europe, car cette attente irréaliste pousse à la fois Washington et Moscou à exclure l'Europe. Et les Européens ont certainement intérêt à avoir aussi une voix. Alors, comment expliquez-vous beaucoup de ce comportement? Pourquoi ne pouvons-nous pas, je veux dire les Européens, être plus comme les Américains à ce sujet? Vous savez, je pense que le problème pour les Européens n'est pas le problème. C'est la nature différente de cet acteur international. Ce n'est pas un État. Nous pourrions être très négatifs et critiques à l'égard de n'importe quel État, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, peu importe. Mais les États peuvent prendre des décisions et les mettre en œuvre. Ils peuvent prendre de mauvaises décisions. Cela arrive assez fréquemment. Mais quoi qu'il en soit, c'est une décision qui peut être prise, corrigée, annulée, etc. Dans le cas de l'Union européenne ou de la partie européenne de l'OTAN, ce n'est pas un État. C'est un ensemble de différentes entités. Certains d'entre eux étaient autrefois de grandes puissances, tandis que d'autres étaient victimes de grandes puissances, y compris ceux qui font maintenant partie de cette communauté. L'unité de cette union ne peut pas atteindre le point où ce groupe de pays fonctionne comme un acteur unique avec un objectif clair et la capacité de prendre des décisions et de les mettre en œuvre, même les mauvaises. Cela m'amène à la conclusion, qui pourrait être erronée, car je suis loin de l'Europe depuis assez longtemps maintenant, et je n'ai pas eu beaucoup de contacts, mais ma conclusion serait que c'est tout simplement irréalisable. Il est impossible de faire ce que les dirigeants politiques à Londres, Paris, Berlin, Vilnius et Varsovie déclarent. Ce n'est tout simplement pas faisable. Et si c'est le cas, et je suppose que cela deviendra de plus en plus visible pour tout le monde assez rapidement, alors je devinerais qu'au cas où la Russie et les États-Unis concluraient un accord sur l'Ukraine, et de plus sur une nouvelle qualité de relation, les Européens n'auront pas d'autre choix que de se joindre, non pas à la Russie, mais à l'allié américain, le partenaire senior américain, car ils n'ont tout simplement pas la capacité de formuler une politique qui, dans ce cas, serait contre à la fois la Russie et les États-Unis. C'est important que l'Europe ne puisse pas être neutre dans cette nouvelle constellation si elle se produit. L'Europe sera contre les deux parties, contre l'allié atlantique et contre l'ennemi eurasien. Je ne vois pas de vigueur morale à l'intérieur pour être dans cette position. C'est pourquoi je crois qu'en cas d'accord, encore une fois, un accord n'est pas garanti. Donc nous ne savons pas ce qui se passera.
Cela pourrait aussi très mal finir, car d'énormes superpuissances peuvent être en désaccord, et ça pourrait être fatal. Mais dans le cas où ça fonctionne, alors pour l'Europe, il n'y aura pas d'autre alternative que de soutenir les Américains et d'essayer de s'adapter à leur politique, mais aussi d'essayer peut-être d'obtenir quelques concessions des Américains pour prendre en compte leur position. Nous verrons. Jusqu'à présent, en fait, je ne pense pas que beaucoup de gens ici en Russie prennent les déclarations européennes au sérieux. Mais il y a des personnes, y compris des experts très éminents, qui croient, contrairement à moi, que le potentiel de destruction européen est plus grand que nous le pensons, et que les Européens devraient être, pour ainsi dire, encore plus terrifiés pour les empêcher de faire quelque chose qui pourrait, par exemple, saper la relation russo-américaine. Je ne sais pas, c'est une autre discussion. Mais encore une fois, ma position et mon point de vue à ce stade est que je ne vois aucune ligne indépendante pour l'Europe disponible dans un avenir prévisible. Je suis d'accord. Et je pense aussi que dans un monde multipolaire, les intérêts nationaux deviennent encore plus divergents. Sans une idéologie hégémonique libérale ou l'épouvantail russe dans une guerre presque directe pour pousser à l'unité, il y a beaucoup de place pour la fragmentation. Mais de toute façon, je vous ai déjà pris assez de votre temps. Au fait, juste une chose. Vous avez mentionné l'intérêt national, et je pense que c'est un détail très important. Vous avez absolument raison. C'est un monde où les intérêts nationaux domineront. Cela pourrait être bon, cela pourrait être très mauvais. Nous connaissons des périodes de l'histoire où l'intérêt national nous a tous conduits à des désastres. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle étape. L'Union européenne ne peut pas avoir un intérêt national par défaut. Et c'est le problème. Parce que dans un monde où les intérêts nationaux définissent tout, comment une telle structure, une telle entité qui fonctionne contre les intérêts nationaux des États membres peut-elle survivre? C'est une question très intéressante pour moi. Fyodor Lukyanov, merci beaucoup pour votre temps. Merci.